moi j'entends ta voix me parler tout bas, et quand je m'endors, je l'entends encore. Ton amour géant délivre mon chant, réveille mon corps, réveille l'aurore. Bonjour Jacques. Hélène, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 3e émission de Rencontre des temps nouveaux. Les 2 premières, c'était réussir sa vie de couple et le couple et la venue d'un enfant. Et là, nous allons voir toute une émission sur le désir, du désir à la rencontre amoureuse. Un vaste sujet. Un sujet immense, oui, qui habite, je crois, toutes les femmes, tous les hommes d'aujourd'hui, qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas. Je crois que nous sommes habités, oui, du désir d'une rencontre privilégiée avec un être cher, un être important, ou qui deviendra important pour nous. Oui, et toujours la communication au centre de cette émission. Toujours, oui. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Et vous le savez comme moi, ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble dans la durée, mais la qualité des relations, des échanges, de la communication qu'ils vont avoir entre eux. Et nous allons évoquer tout cela. Oui, et vous savez que comme il s'agit des nouvelles émissions pour Bonheur.tv, qui est la chaîne de l'association Orient pour une éducation à la paix dès le plus jeune âge, eh bien la communication engendre l'amour, engendre le désir, engendre la paix. Oui, et c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Oui. Et vous savez comme moi que je me bats justement pour qu'on enseigne la communication relationnelle à l'école comme une discipline à part entière. Je prétends d'ailleurs, et vous me rejoignez, je vous rejoins beaucoup sur ce plan-là, que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence, dont nous luttons tous les deux pour cette espérance. Nous agissons. Nous agissons. Nous agissons tous les deux pour cela. C'est très juste. Nous agissons pour qu'il y ait un peu plus d'amour et de paix, c'est vrai, dans ce monde qui en a besoin. Voilà, écoutez, on va aller rejoindre Florence dans le petit salon qui a été fait à cet effet. Merci. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour à vous. Alors le titre de cette émission, cette première émission d'une série d'émissions, c'est « Du désir à la relation amoureuse ». Alors Jacques Salomé, est-ce que le désir est absolument incontournable dans la relation amoureuse? Bien, s'il est présent, c'est déjà formidable. Parce qu'avant le désir, il y a souvent une sorte d'aspiration. Chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes, une aspiration au fond à rencontrer un être privilégié, un être qui deviendra précieux, cher. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on a le désir de vivre en couple, mais au fond de rencontrer quelqu'un, et je crois que c'est ça l'ancrage d'une rencontre amoureuse. Au fond, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous accepte inconditionnellement, qui nous accepte tel que nous sommes, l'homme que je suis aujourd'hui, tel que je suis, la femme que vous êtes aujourd'hui, ou que vous avez été quand vous avez fait cette première rencontre il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors on va beaucoup parler du désir, évidemment, dans cette émission. Je voudrais quand même que vous nous parliez de ce qu'est ce désir. C'est peut-être difficile d'en donner une définition, mais quand même, on va essayer de tenter ça. Pour moi, le désir, c'est lié à un manque. Il y a un manque à nous, un manque de tendresse, un manque de ne pas avoir reçu suffisamment d'amour, le manque d'une relation de proximité, d'une relation d'intimité. Il y a aussi le désir sexuel, bien sûr, mais il ne faut pas croire qu'il est dominant. Il est présent chez certains, par exemple, chez certains hommes en particulier, mais pas nécessairement en priorité. Dans le désir, c'est une sorte de mouvement interne qui nous donne envie, voyez-vous, d'aller vers l'autre. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il y a 2 sortes de désirs. D'abord, il y a des désirs que j'appelle autonomes. J'ai le désir de lire, c'est un désir autonome, il suffit que j'ai un livre et du temps pour lire. J'ai le désir de faire l'amour avec vous, c'est un désir dépendant, parce que ça va dépendre de votre réponse.
Et ça, c'est important de le savoir, parce que c'est une des origines de la violence dans le couple. Quand un certain nombre d'hommes en particulier découvrent qu'ils ont un désir qui les porte vers l'autre, mais qu'ils découvrent brutalement que ce désir n'a pas la toute-puissance de réveiller le désir de l'autre. Alors, où le désir de l'autre est présent, et il y a complémentarité, il y a donc partage des désirs, où le désir de l'autre n'est pas présent, et il y a une sorte de frustration, une sorte même de violence qui naît, et combien de violences conjugales visent à vouloir faire rentrer l'autre dans son propre désir. Vous faites une différence entre désir et besoin? Ah oui, ça on me demande souvent. Le propre d'un besoin, c'est qu'il a besoin d'être satisfait. C'est la palissade. J'ai besoin de faire pipi, je peux le différer, mais à un moment donné, il faudra que j'aille satisfaire mon besoin. J'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de dormir. Donc le propre d'un besoin, c'est qu'il a besoin à un moment donné d'une réponse qui le comble. Sinon, ça met mon intégrité physique, psychologique en péril. Le propre d'un désir, lui, c'est qu'il a besoin surtout d'être entendu et bien sûr parfois comblé. Mais la grande habileté de certains partenaires, puisqu'on va parler du couple, c'est certains hommes ou femmes vont dire « mais tu sais, j'ai besoin de faire l'amour, j'ai besoin », comme si c'était impérieux et que ça supposait que tu dois y répondre, sinon tu mets ma vie en péril. Si tu fais pas l'amour, je tombe malade, je meurs. Ça, c'était mon cas quand j'avais 20 ans. Donc, c'est important de bien dissocier le besoin et le désir. Le propre d'un désir, c'est qu'il doit être entendu, respecté, pas disqualifié, ce qui fait que c'est un désir vers l'autre et non pas un désir sur l'autre. Ça, c'est un désir terroriste. Le désir de faire l'amour, c'est un très beau désir. Là où ça se complique, c'est quand je voudrais que tu aies envie de faire l'amour avec moi. Vous voyez, ça, c'est un désir que j'appelle terroriste, un désir sur l'autre au lieu d'un désir vers l'autre. Donc, un désir suffisamment autonome pour ne pas être blessé par le non-désir de l'autre, et un désir respectueux qui va vers l'autre et qui ne s'impose pas à l'autre. C'est important, Jacques Salomé, quand on rentre dans cette relation amoureuse, de savoir, de faire la différence entre tous ces désirs, les désirs dépendants, les désirs plus indépendants, les désirs terroristes. On devrait le savoir. Pour moi, vous savez que je me bats pour qu'on enseigne la communication à l'école comme une discipline en part entière. Je me bats pour qu'on apprenne ça. Malheureusement, nous arrivons dans la plupart des relations amoureuses avec une immaturité effroyable. Moi, j'ai 78 ans. Quand je pense comment, à 20 ans, 21 ans, je suis arrivé dans cette première relation amoureuse qui m'a ébloui. J'étais un Cro-Magnon, enfin, moins qu'un Cro-Magnon, j'étais d'une immaturité. Je ne savais rien de tout cela. Moi, je croyais que si j'avais du désir, ma chérie, de faire l'amour avec toi, tu devrais bien sûr en avoir. Et surtout la culpabilité. Enfin, si tu m'aimes, tu devrais quand même avoir envie de faire l'amour avec moi. Sinon, tu n'es pas normal, tu es frigide, tu es comme ta mère. Enfin, vous voyez, toutes les violences verbales, et pas uniquement verbales, qui souvent sont attachées au désir et à la non-satisfaction du désir. Comme dans l'enfance. Maman, je veux des Pokémon, etc. Non, écoute, je ne vais pas t'acheter ça. Et l'enfant se met en colère et des fois même il va vous frapper, il va vous tenter, entre guillemets, de vous violenter parce qu'il veut vous faire rentrer dans son désir. Alors, on le sait, le désir, vous le dites, est très important dans cette relation amoureuse. On sait, l'amour, ça s'entretient. Est-ce que le désir aussi, on doit y faire très attention, l'entretenir comme on entretient cet amour? Alors ça, c'est ce que moi j'appelle le mystère du désir. Ça veut dire, je n'ai pas de pouvoir sur mes désirs. Ou j'ai du désir vers vous, ou je n'en ai pas. Et je ne peux pas me dicter d'en avoir. Georges Brassens le chantait, la bandaison papa, ça ne se commande pas. Donc, si le désir est endormi, ce qui arrive, on en parlera un peu plus tard, quand dans une relation de couple qui s'établit dans le temps, au début c'est tout feu, tout flamme, on fait l'amour 3 fois par jour, etc. Puis quelques années plus tard, le désir est beaucoup plus fluide, il a pris sa vitesse de croisière, il peut s'endormir parfois. Alors, s'il est endormi
On peut le réveiller avec quelques bachibouzouk, avec quelques caresses, la planchette javanaise ou la bicyclette Tombouctou. Il y en a qui vont me demander ensuite, c'est quoi ça la bicyclette Tombouctou? Je plaisante, je veux dire des caresses, des jeux sexuels, etc., qui peuvent réveiller le désir s'il est endormi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'est pas là, vous n'avez pas de pouvoir sur votre propre désir, s'il n'est pas là, et je n'ai pas de pouvoir pour réveiller, amener votre désir. C'est un des drames du couple. Un des drames du couple quand, au début d'une vie amoureuse, il y a parfois du désir, pas toujours au même moment d'ailleurs, on en reparlera, c'est ce qui donne lieu, si je parle du désir sexuel, hein, à beaucoup de souffrance dans beaucoup de couples, car, ça c'est l'occasion de le dire dans cette émission, les hommes sont toujours trop pressés. Voilà. Ils sont trop pressés, je vais vous le dire, et les femmes devraient en parler aux hommes de cela, parce qu'ils ont peur de perdre l'érection. Et donc, ayant cette angoisse de perdre l'érection, ils vont trop vite. Or, vous savez comme moi que le désir chez l'homme se manifeste par l'érection, et chez la femme, il se manifeste par la lubrification. Donc, il est moins visible. Et il n'a pas le même rythme. C'est ce qui explique que l'homme, ayant une érection, ayant peur de la perdre, veut s'introduire trop vite. La femme, son désir est en train de naître, en train de s'éveiller, il n'est pas là, donc elle ne lubrifie pas, par exemple, il rentre trop vite, et ça se passe mal. Ça veut dire que ça n'aboutit pas, ou ça n'arrive pas jusqu'à la confiance, l'abandon. Vous savez qu'il y a beaucoup de peur dans le désir sexuel, dans la rencontre sexuelle. On n'en parle jamais. Je viens de citer la peur de perdre l'érection, mais chez beaucoup de femmes, il y a la peur d'être abandonnée. Et cette peur d'être abandonnée va faire que certaines femmes ont du mal à s'abandonner. Or, pour accéder au plaisir sexuel, il faut s'abandonner, il faut lâcher prise. Et combien de blocages. Alors on va avoir des sexologues pendant des années, on va essayer de prendre des médicaments, et ça ne résout pas si on n'arrive pas à se parler, si en particulier la partenaire féminine n'arrive pas à dire, c'est vrai, avant de te connaître, j'avais entendu parler de toi, je sais que tu étais un homme à femme, ou qu'il y avait beaucoup de femmes autour de toi, ou tu as déjà eu, ou tu es divorcé, ou tu as déjà eu des relations, déjà des relations, et donc si tu as divorcé, ça veut dire que tu as quitté. Donc si tu as quitté, ça veut dire qu'un jour, peut-être, tu risques aussi de m'abandonner. Et donc, vous voyez, mais ce n'est pas dit aussi clairement que je l'énonce, mais c'est intériorisé. Et combien de relations sexuelles sont avortées parce que cette peur d'être abandonné va faire qu'on a peur, on ne va pas pouvoir s'abandonner et donc accéder au plaisir. Alors, on va faire l'amour, d'accord, mais... Voulez-vous que je rajoute quelque chose encore là-dessus? Puisque je suis sur le sujet, hein, je ne pensais pas démarrer comme ça sur les chapeaux de roue aussi vite, mais disons le dire. Et puis le dire, et ceux qui vont m'écouter vont être très surpris. Et je risque de blesser et de choquer beaucoup d'hommes en disant cela. Aujourd'hui, plus de 60% des hommes n'ont jamais connu l'orgasme. Parce que dans la mythologie, vous voyez votre air étonné, dans la mythologie de beaucoup d'hommes et de femmes, ils sont persuadés qu'éjaculer, c'est équivalent de l'orgasme. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, vous les femmes, vous le sentez bien, vous avez ce ressenti intime quand, je vais le dire brutalement, trivialement, quand c'est de l'ordre de la décharge. Une femme m'a dit une fois, je ne veux plus être une poubelle à sperme. C'est terrifiant cette phrase. Parce qu'il décharge. Et il y a un signe qui ne trompe pas d'ailleurs quand c'est dans ce cas, c'est qu'il s'endort tout de suite. Mais s'il a un orgasme, je vous assure, il ne s'endort pas. Parce que ça vibre derrière les oreilles, enfin, du moins chez moi, mais chez d'autres ça peut vibrer. Un homme m'a dit, mes genoux se mettent à trembler. Quand je suis dans l'orgasme, tout mon corps se met à vibrer, mais chez moi, ça se passe dans les genoux. Donc, il n'y a pas de modèle, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est la participation totale du corps. Ce n'est pas simplement, comme m'a dit un ami, qui m'a dit, j'ai découvert l'orgasme à 42 ans. 42 ans. Jusqu'alors, je faisais l'amour avec le bout de mon zizi. Je trouve cette phrase merveilleuse, mais en même temps pathétique. Parce que, oui, c'est bon de faire l'amour avec le bout de son zizi,
mais si on peut le faire avec la totalité de son corps, parce qu'on rencontre la totalité de l'autre, et comme j'ai écrit un livre sur les femmes fontaines, vous savez, ce phénomène où dans la rencontre, avant, pendant ou après, il y a un écoulement d'un liquide chez la femme, donc qui font qu'elles sont fontaines. Eh bien, j'ai entendu par exemple quelqu'un qui disait, quand on est fontaine, c'est qu'on passe de la communication sexuelle à la communion sexuelle. Et moi, j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent là puissent un jour arriver à cette communion sexuelle. Parce que je crois que c'est l'aboutissement, vraiment, d'une rencontre sexuelle. C'est pas uniquement le pam-pam-boum-boum, avec la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur de s'abandonner chez la femme. Alors, voyez, tous ces ensembles, tout cet ensemble dont nous parlons autour du désir, et là, je ne viens de dire que l'essentiel, parce que vous sentez comme moi que c'est plus complexe, ça nous interroge dans la profondeur. Il n'y a rien de plus merveilleux que la rencontre sexuelle. Alors Jacques Salomé, pour arriver à cet abandon que vous décrivez, il faut bien sûr qu'il y ait entre les deux personnes, entre l'homme et la femme, il faut qu'il y ait une confiance très grande, et vous êtes un spécialiste de la communication, et la confiance s'installe peut-être aussi grâce à une belle communication entre les deux personnes. Donc est-ce que ça veut dire que pour que l'un désir soit magnifique, s'accomplisse, il faut justement qu'il y ait cette bonne communication? Tout à fait. Bonne communication. Alors, la confiance, c'est au fond apprendre, oser mettre des mots. Car ce qui manque le plus dans la rencontre sexuelle, c'est pas le sexe comme on croit. Il est présent chez l'un, chez l'autre. C'est la possibilité de nommer nos ressentis intimes. Parce que peu de gens le savent, il y a beaucoup de peur, il y a l'imaginaire, il y a les fantasmes, il y a ce qui s'est passé 10 minutes avant. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans un couple, il y a 2 moments clés? Un couple qui vit dans la durée, le moment des séparations le matin. On travaille tous les deux. On va se retrouver ce soir à 6h ou 6h30. Combien de couples se séparent sur un mini-conflit? Mais où sont mes clés? T'as pas vu mes chaussures? Etc. Donc, écoute, c'est toi qui les as rangées hier. Bref, on va se quitter sur une tension. Et on va vivre toute la journée avec cette tension inscrite en soi. Et des fois, on se retrouve et on recrée. Ah ben tu fais bien d'arriver, t'as vu les enfants, tu veux t'occuper d'eux, ou j'y arrive pas, ou t'arrives en retard. Est-ce que vous savez donc que la rencontre sexuelle, elle se joue sur la façon dont ces 2 événements, se séparer le matin et se retrouver le soir, et combien donc de soirées sont maltraitées déjà à l'avance. Alors il faudrait mieux se lever 5 minutes plus tôt, déjeuner, se laver, etc. Mais prendre le temps de se quitter. Moi, pendant des années, j'embrassais ma bien-aimée en faisant le baiser du missionnaire qui tombait par terre, avec des dossiers sous les bras. Aujourd'hui, je sais libérer mes mains. Je libère mes 2 mains, je la prends dans mes bras. Et vous savez, simplement, même pas 1 minute, c'est formidable 1 minute, quand on peut serrer l'homme ou la femme qu'on aime dans ses bras pour se quitter, en faisant, comme m'a dit une de mes filles, quand on fait le plein de l'autre. Et puis le soir, déposer ses affaires. Parce que, non, il faut que je donne un coup de téléphone, etc. Est-ce que je prends le temps, et là aussi, de la prendre dans mes bras? Et quand mes enfants arrivent et disent, moi et moi, non, attends, j'embrasse ma femme, et le baiser que je lui donne, c'est pas le même qu'à vous. Là aussi, voyez-vous, ne pas laisser croire aux enfants que c'est le même amour. En 2 mots, l'amour parental, c'est celui qui est donné à nos enfants pour leur permettre de nous quitter un jour. L'amour amoureux, c'est celui qu'on donne à l'autre pour rester le plus longtemps possible avec lui. Alors, vous voyez, au-delà du désir, vous voyez, tous les enjeux qui gravitent. Et vous avez dit les mots-clés, les mots. Et pas uniquement faire confiance à l'autre, se faire confiance à soi. Et en particulier pour les femmes, je crois que les hommes ne conscientisent pas assez que le fait de faire l'amour, c'est-à-dire d'introduire, je vais être vraiment au ras des pâquerettes, d'introduire un morceau de son corps dans le corps de l'autre. C'est que la réciprocité n'est pas vraie.
Donc, est-ce qu'il conscientise les hommes la confiance incroyable que doit avoir une femme de laisser s'introduire dans son corps le sexe, c'est-à-dire un corps étranger dans son propre corps. Vous voyez, est-ce que vous entendez la confiance que cela suppose? Et si on peut comprendre cela, mais moi j'étais un Cro-Magnon au début de ma vie sexuelle, je croyais que c'était normal, mais non, de comprendre ça. Et si on a des jeux sexuels avec la bouche, etc., c'est encore, vous voyez, tout ce que cela suppose. Donc, on voit bien, quand on vous entend, que la qualité de ce désir dépend aussi de la qualité de tous ces petits instants et aussi des instants de la vie quotidienne, oui. prendre de la qualité. Oui. Ça va être maintenant le moment, Jacques, d'avoir un petit peu, de savoir ce que disent les téléspectateurs sur ce thème-là, ce thème du désir et de la rencontre amoureuse. Hélène. C'est Pauline qui est en terminale. Elle dit « J'ai un petit ami avec lequel j'aime beaucoup parler, me promener, flirter, mais nous n'avons encore pas fait l'amour parce que je ne me sens pas prête. Et en plus, il me dit que je suis frigide, que dois-je faire ?» Alors, le conseil que je donnerais à cette jeune fille, c'est d'arrêter immédiatement la relation. Mais vraiment, parce que, je ne sais pas si vous entendez, dans une relation qui devrait devenir intime, qui pourrait une relation amoureuse, traiter l'autre de frigide, c'est d'une violence inouïe. C'est d'une violence inouïe parce qu'il n'a aucune compétence. Non. Il n'a aucune compétence. Il n'a aucun. C'est pas une question de droit. Donc c'est une marque d'irrespect. Et moi, ce que j'enseigne vraiment dans mes 64 livres, c'est la valeur que je mets au-dessus de tout. C'est dans une relation se respecter. Et se respecter, c'est ne pas laisser l'autre parler sur nous. Voilà. Donc, dire à quelqu'un tu es frigide, c'est d'une violence inouïe, c'est inacceptable. D'abord, j'enseigne qu'on devrait restituer les messages toxiques. Donc, elle écrit sur un morceau de papier tu es frigide, elle lui dit c'est ton regard à toi, c'est ton point de vue à toi, je le laisse chez toi. Parce que c'est comme si je vous traite d'idiote. Vous ne devenez pas idiote parce que je vous traite d'idiote. Dont un adolescent dire à l'autre, en fait, ce qui ne sait pas gérer cet adolescent, c'est sa propre frustration, qu'elle n'ait pas le même désir que lui. Voilà. Voilà, on va faire une pause chanson dans cette émission Jacques Salomé, et on va rejoindre Hélène Kibaro pour une chanson qui s'appelle La femme que voilà, et je pense que tout ce qui se dit dans cette chanson va vous intéresser. Alors justement, il est question d'une femme qui dit, alors je prends les phrases, une des phrases que j'ai pu retenir dans cette chanson, qui dit « Ne projette pas sur moi d'image stéréotypée de la femme, puérile, malhabile, etc. Voilà ce qu'est la femme en réalité. En aurais-tu peur? Aurais-tu peur de mes qualités ?» Comme si cet homme n'arrivait pas à voir véritablement qui il a en face de lui. Voilà, ben c'est ce que dit la chanson, donc toutes les femmes sont très contentes quand je chante ça, hein, c'est avec les danseuses orientales. Elles se reconnaissent. Elles se reconnaissent là-dedans, très bien. Femme fragile, si volubile, si puérile, si malhabile, fille gracile, tellement fébrile, voilà comment tu la vois. Tellement légère, si dépensière, si cachotière, aventurière, je la libère de ses critères. Elle ne s'y reconnaît pas quand tu veux la voir comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi cette image que tu lui donnes là, ça ne lui ressemble pas. Un jour tu regarderas celle que tu as devant toi. Quel repos vraiment ce sera pour la femme que voilà. As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? Femme guerrière, un peu austère, vraie visionnaire, tellement fière, coéquipière, bonne conseillère, ceux qui l'aiment la voient comme ça. Mademoiselle, l'intemporelle, l'amie fidèle, belle et rebelle, universelle, mâle et femelle, enregistre bien cela. Si tu peux la voir comme ça, je sais quel bien tu feras. Cette image que
tu lui donneras, là ça lui ressemblera. Un jour tu regarderas celle que tu as devant toi. Quel repos vraiment ce sera pour la femme que voilà. As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? Femme puissante, éblouissante, tellement vibrante, tellement brillante, revigorante, très accueillante, ceux qui l'aiment la voient comme ça. Initiatrice, proche, complice, précieux calice, conciliatrice, exploratrice, réformatrice, enregistre bien cela. Si tu peux la voir comme ça, je sais quel bien tu feras. Cette image que tu lui donneras, là ça lui ressemblera. Un jour tu regarderas celle que tu as devant toi. Quel repos vraiment ce sera pour la femme que voilà. As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? As-tu peur, chérie, son cœur, du bonheur de ses douceurs? Jacques Salomé, voilà, on se retrouve. Cette émission a pour thème du désir à la rencontre amoureuse. Alors on a parlé du désir, bien sûr il faut se référer à vos livres si on veut en savoir beaucoup plus, on est aussi assez limité dans le temps, mais la question qu'on peut se poser, on voit à quel point quand même un désir ça peut être fragile. Si la communication est mauvaise, qu'est-ce qui pourrait faire que ce désir diminue, même si on est au tout début de cette relation, même si que ce désir ait du mal à trouver cette ampleur dont vous parliez dans la première partie de l'émission? Alors, pour répondre à cela, il faut peut-être essayer de représenter, je vais tenter de le faire, de quoi est faite la rencontre amoureuse. Parce que là, on dissocie le désir, ouais. Mais en fait, le désir se ramifie à d'autres composantes qui structure la relation amoureuse. Et pour cela, je vais tenter de le montrer. Alors, je vais le montrer avec l'aide de mademoiselle, de monsieur. Alors déjà, montrer qu'est-ce que c'est qu'une rencontre amoureuse? Eh bien, c'est une rencontre dans laquelle il y a de l'attirance. Attirance vers elle. Attirance de cet homme vers cette femme. Et peut-être attirance d'elle vers lui. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais je vais montrer le meilleur des cas. Une attirance, autrement dit, en réciprocité, une attirance, même si elle est attirée par lui, mais qu'elle préférerait qu'il n'ait pas de barbe, ou lui qu'elle ait un peu plus ou moins de poitrine, enfin, qu'importe, il peut y avoir des attirances à différents niveaux, mais dans le meilleur des cas, attirance réciproque. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des affinités? C'est à ça que servent les mots d'apprivoisement. Oui, vous travaillez dans quel domaine? Vous habitez où? Vous aimez le tennis, le ski? Ils vont rechercher l'un et l'autre. Alors, elle va découvrir qu'il aime la montagne. Peut-être qu'elle aime la mer, mais c'est pas grave. Parce que si la relation se poursuit, il va lui faire découvrir la beauté de la montagne et peut-être qu'elle l'initiera aux ressources et au plaisir de la mer. Ou peut-être pas du tout, ils peuvent rester chacun respectant ses propres affinités. Elle n'est pas obligée d'aimer la montagne, il n'est pas obligé d'aimer la mer. Je ne sais pas si je suis clair. Alors on arrive sur la question du désir vers elle. Il est présent, désir d'elle vers lui, oui, elle a déjà les yeux en érection, bon, c'est bon signe, c'est symbolique. Et puis la question des sentiments. Sentiment vers elle, sentiment vers lui. Alors la question des sentiments, c'est très complexe. Alors je vais avoir besoin d'un petit développement. J'ai besoin de 2 personnes. Est-ce que 2 personnes peuvent venir? L'un se mettra du côté du cœur de mademoiselle. Voilà. Quelqu'un d'autre peut venir?
Si vous acceptez, oui. Voilà. Et vous mettez du... Voilà. Et tenez là, voilà. Voici, c'est symbolique. Venez du côté du cœur de monsieur, tenez-le. Voilà. Donc c'est symbolique, on met les sentiments du côté du cœur. Voilà. Alors voici, mettons, l'amour que cet homme, voyez, donc chez lui, c'est un amour déjà un peu ancien. C'est symbolique, c'est symbolique. Je veux dire qu'il peut avoir déjà une expérience amoureuse. Peut-être que chez elle, c'est un amour, je ne sais pas, un peu plus jeune, ou, vous voyez. Mais remarquez quelque chose, ce n'est pas le même amour. Ce n'est pas le même amour. Et alors, pour parler des sentiments, il faudrait être amené à parler des pseudo-amours. Parce que, et ça je vais le dire à ceux qui m'écoutent, qui me regardent, c'est ce qu'on rencontre en premier. Avant de rencontrer l'amour, 9 fois sur 10, on rencontre ce que j'appelle les pseudo-amours. Alors je vais vous en donner 2 exemples. Dans mes livres, j'en décris une dizaine, mais juste pour illustrer. Supposons que lui, il n'aime pas encore, ou il aime encore ailleurs, dans une autre direction. Je vous symbolise comme ça, madame, hein? Ne le prenez pas pour vous, c'est juste pour visualiser. Et voici le bel amour que cette femme a pour lui. Et alors lui, vous savez, c'est ça un pseudo-amour. Ce qu'il va aimer, c'est pas vous, madame. C'est l'amour que vous avez pour lui. C'est pour ça que j'ai dit très tôt à mes filles, quand un garçon te dira « je t'aime », regarde bien où c'est qu'il a les yeux. Dites-lui « je t'aime », mais je t'aime, j'aime l'amour. Et c'est terrible ce que je vais dire. Ça s'appelle un amour de consommation. Un aime et l'autre se contente d'être aimé. Et si je vous disais le chiffre, vous seriez effrayé. 30% des couples, c'est ce modèle-là. L'un aime quelqu'un qui n'aime pas, mais qui aime être aimé. Et ils vont, bien sûr, vous allez faire couple, par exemple. Mais elle va se réveiller au bout d'un moment, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, et elle va découvrir qu'elle est la seule à aimer, avec ce bel amour que lui aime. Mais il n'a pas encore développé de l'amour pour elle. Ça, c'est un pseudo-amour. Un autre pseudo-amour qui est terrible, c'est que lui, cet amour-là, aussi beau soit-il, il n'en a rien à faire. Parce que ce qu'il attend d'elle, c'est que tu devrais me donner l'amour que ma mère aurait dû me donner. Il va attendre de vous un amour que vous n'avez pas. Vous allez lui donner un amour dont il ne veut pas. Je ne sais pas si vous voyez la souffrance. Ça marche dans notre sens. Il vous donne cet amour-là, mais cet amour-là, vous n'en avez rien à faire, parce que peut-être vous attendez l'amour que votre père aurait dû vous donner, ou un précédent amour qui vous a quitté. Voilà. Ça, c'est terrible dans un couple, parce que l'un, c'est un très bel amour. Il le donne avec beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme, et vous n'en voulez pas, vous ne le prenez pas, parce qu'il ne correspond pas à l'amour que vous attendriez. J'arrête sur les pseudo-amours parce que je vais décourager ceux qui m'écoutent. Mais alors on me demande souvent, alors c'est quoi? Alors je vais dire où c'est que j'en suis. Parce qu'il y a des millions de livres qui ont été écrits sur l'amour. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, a une certaine représentation de l'amour. Ce qui fait d'ailleurs, Florence, que chaque fois qu'on parle d'amour, enfin on ne parle pas d'amour, on parle de ce que devrait être l'amour. Chaque fois qu'on discute avec des amis à table, qu'on soit jeune ou vieux, etc., on parle pas de l'amour, on parle de ce que chacun d'entre nous voudrait que soit l'amour. Alors, je vais vous dire où j'en suis. À 78 ans, la meilleure image que j'ai de l'amour, c'est l'image musicale. Au fond, c'est comme si vous aviez une note de musique chez vous, la voilà. Cette note de musique doit vibrer chez vous. Et vous savez d'ailleurs, quand on est en amour, comme disaient les Québécois, il y a une vibration qui nous porte vers l'autre. Si vous êtes en amour vers cette femme, cette vibration vous porte vers elle. Eh bien pour moi, ça, c'est le meilleur des cas, c'est ce que j'appelle l'amour en réciprocité. Eh bien, telles 2 notes de musique, une note ici, une note là, qui vibrent ensemble. D'abord qui s'harmonisent, qui vivent ensemble et qui fassent du Mozart ou du Schubert ou du Jean-Sébastien Bach. Ça, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent.
à tous ceux qui m'écoutent de rencontrer au moins, une fois dans leur vie, une vibration en eux qui rencontre une vibration chez l'autre. Et quand ces deux vibrations s'accordent, alors je le dis, c'est le miracle de l'amour. Ne passez pas à côté. Et même si il y a 3 grands mystères de l'amour, nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. Vous ne savez pas la durée. Donc il faut le vivre au présent. Il faut le vivre au présent. Vous ne savez pas la durée de ce bel amour que vous avez pour cet homme. Il faut le vivre au présent. Deuxième mystère, on ne peut pas commander à ses sentiments. Et donc, il faut prendre le risque de le vivre au présent. Quand c'est le meilleur des cas, c'est ce que j'appelle l'amour en réciprocité. C'est plus rare qu'on ne le croit. C'est plus rare. Mais j'ai traversé cela dans ma vie et je trouve que c'est extraordinaire d'être dans cette qualité. Voilà. Alors donc, ça c'est les sentiments. Donc, il y a des sentiments vers lui, on le voit, il y a des sentiments de lui vers elle. Voici le bel amour qu'il a. Et alors, c'est le plus difficile, ce que je vais dire, car qu'est-ce qui fait que cet homme va aller vers cette femme? Il y en a peut-être 10 000 qui sont plus belles qu'elle. Qu'est-ce qui fait? Non, que 200. Il y a peut-être 10 000 hommes qui sont plus beaux que cet homme-là. C'est pas Robert Redford, c'est pas Clint Eastwood, c'est pas qu'importe. Et qu'est-ce qui fait que c'est justement sur cet homme-là qu'a envie de se déposer ce bel amour? C'est sur cette femme-là qu'a envie de se déposer ce bel amour. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les choix inconscients. Et ça, ou on le découvre 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ou jamais. Et c'est ça, au fond, qui fait le véritable, vous voyez, au-delà du désir, au-delà des sentiments, au-delà des affinités, en fait, ce qui nous conduit vers l'autre, ce sont les choix inconscients. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ces choix inconscients, c'est aussi ça qui risque de nous séparer. Et je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai rencontré cette femme à 21 ans, je ne savais pas que c'était mon choix. Moi, je croyais que c'était sa poitrine, sa beauté, ses yeux bleus, etc., qui m'attiraient vers elle. Et j'ai mis des années à découvrir qu'elle avait un petit pli, voyez-vous ici, et un petit sourire. Et ça me rappelait mon institutrice du CM2. Ça, c'est très important ce que je vais dire. Qui m'a accueilli inconditionnellement. J'étais un cancre à l'école. J'étais toujours dernier. Et cette année-là, c'est un remplacement. La seule personne qui m'a accueilli tel que j'étais. Ce qui veut dire que quand je retrouve, des années plus tard, 20 ans plus tard, un peu moins de 20 ans, 13 ans, 15 ans plus tard, chez cette femme, qu'est-ce que j'attends de toi, ma chérie? J'attends de toi que tu m'acceptes inconditionnellement. Et au début, elle va m'accepter, bien sûr, mais 5 ans plus tard, si nous sommes toujours en couple, elle va découvrir qu'au feu rouge, je me cure le nez, que je tire la chasse d'eau, mais je ne me contente pas de donner un petit coup de balayette. Si je dis ça, c'est qu'attention, c'est ces petits signes qui vont ensuite détruire la relation de couple. Les questions de propreté, par exemple. On a fait une enquête dernièrement. 50% des hommes ne se lavent pas les mains après en sortant des toilettes. Et ça blesse. Ça blesse beaucoup les femmes. Les hommes aussi peuvent être blessés par des comportements. Et donc, voyez-vous, cette acceptation inconditionnelle qui m'avait attiré vers cette femme, 15 ans plus tard, c'est ce qui nous a séparés parce qu'elle ne m'acceptait plus. Elle avait désidéalisé la relation, désidéalisé l'homme que j'étais, comme moi d'ailleurs, et j'avais aussi perdu l'idéalisation de cette femme au bout de quelques années. Donc, il va falloir, si on veut rester ensemble, mais j'en parlerai un peu plus tard, voir qu'est-ce qui va construire un couple pour passer de la rencontre à la relation conjugale. Rencontre amoureuse au présent. On fait des projets à court terme.
ce soir, ce week-end, les vacances qui arrivent, etc. Dans la relation de couple, on fait des projets à long terme. Et je voudrais ajouter ceci, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'il va falloir aussi que cet homme apprenne à prendre soin de cet amour-là. Parce que dans la plupart des couples, on n'en prend pas soin de son amour. On attend que l'autre s'occupe. Et elle aussi, elle devra apprendre à établir une bonne relation avec l'amour. Il faut donc nourrir l'amour qu'on a en soi pour lui proposer un amour qui reste vivant. Il faut que vous nourrissiez. Et moi, je serai vous, je m'occuperai de cet amour-là. Pour qu'il reste le plus vivant possible, qu'il s'inscrive dans la durée et que vous puissiez, à tous les moments de votre vie de couple, même 30 ans, 40 ans plus tard, chacun se proposer un amour vivant qui va vibrer, qui va s'accorder et faire, je le souhaite, du Mozart ou du Schubert. Merci à vous. Merci Jacques, parce que justement, on a bien vu visuellement comment, ce qu'était cette relation amoureuse. Hein, parce qu'on a parlé, l'émission, c'est le passage du désir à la relation amoureuse. Et donc vous avez vu que le désir n'est qu'une composante. Une composante de cette relation amoureuse. Alors pour comme ça, on devait résumer, et puis, c'est quoi les grandes composantes de la relation amoureuse? Attirance, affinité, sentiment, en réciprocité. Des fois, le sentiment n'est pas réciprocité. Un aime et l'autre n'aime pas encore, mais des fois, stimulé par l'amour de l'autre, il y a un amour qui naît en lui ou un amour qui se désengage. Un des deux peut être amoureux ailleurs et découvrir que ce nouvel amour qui rentre dans sa vie va le déloger. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, va le déloger du premier amour dans lequel il est engagé pour le recentrer dans la direction de l'autre. Et puis, surtout, nous l'avons vu, les désirs et les choix inconscients. Et le respect dont vous parliez tout à l'heure? Alors, à travers tout cela, le respect des sentiments. Quand on dit, il n'y a que moi, je t'aime trop, tu devrais m'aimer davantage, vous voyez, où on essaie de comparer, etc., on ne respecte pas. Donc, respecter les sentiments, les désirs, les attirances, ne pas vouloir faire rentrer, moi j'aime le golf, et je voudrais que l'autre aime le golf, non. Elle peut ne pas aimer le golf, même si moi j'aime le golf, ou le tennis, ou le football. Le nombre d'hommes qui voudraient que leur partenaire adore le football comme eux, ben non, pas nécessairement. Donc intervient, vous le dites, le respect de chacune de ces composantes. Mais là où on n'a pas de maîtrise, c'est sur les choix inconscients. Voilà. J'ai symbolisé par une écharpe la relation. Nourrir. Qu'est-ce que c'est une relation? C'est un canal, un pont sur lequel va passer des messages positifs, voilà, j'appelle ça nourrir la relation. Et s'il passe des messages négatifs, ne pas les garder, les remettre chez l'autre, pour que la relation reste le plus vivante possible. Donc, c'est une des composantes, mais on en parlera un peu plus tard, de la vie d'un couple, c'est la capacité de chacun des protagonistes à nourrir la relation, et pas se contenter de dire « je t'aime, je t'aime ». C'est très fréquent dans beaucoup de couples. Il y a des problèmes, et l'un des deux croit s'en sortir en disant « mais tu sais, bon, j'ai pas de désir pour toi, ou j'étais en colère, ou je t'ai disqualifié devant des amis, mais tu sais, je t'aime ». On ne peut pas régler les problèmes relationnels par des sentiments. Parce qu'autrement, comme disait ma grand-mère, le sentiment. On ne peut régler les problèmes relationnels que dans la relation, et pas une des escroqueries relationnelles, par exemple, dans le couple, ou une escroquerie parentale. C'est quand on dit « j'aimerais que », pour les enfants, « j'aimerais que tu fasses tes devoirs, j'aimerais que tu prennes ta douche, j'aimerais que tu arrêtes de te disputer avec tes frères ». C'est un scandale, parce que ça laisse croire à l'enfant qu'il aura plus d'amour de ses parents, s'il fait ses devoirs, s'il prend sa douche, s'il arrête de se disputer. Il faut oser faire des demandes. Et ça, c'est en termes de relation. Je te demande de prendre ta douche. C'est vrai que je suis irrité quand je te vois te disputer avec tes frères et sœurs. C'est vrai que je regrette que tu ne fasses pas tes devoirs le vendredi soir, alors que tu attends au dernier moment, le dimanche soir. Vous voyez,
apprendre à faire des demandes claires. J'aimerais que tu me fasses un enfant. Non. Aujourd'hui, je me sens prêt à être le père d'un enfant. Je ne sais pas si ça rejoint ton désir. Je ne sais pas si ça rejoint toi, ton aspiration à être mère. Parce que c'est ça un désir d'enfant. Je me sens prêt à être papa, père. Mais est-ce qu'elle se sent prête à être maman et déjà génitrice de porter un enfant 9 mois dans le ventre? Donc voyez tous les enjeux qu'il ne faut pas déplacer les sentiments. C'est pour ça que je les mets du côté du cœur. Il ne faut pas les déplacer sur le plan de la relation. Il faut régler les problèmes relationnels en termes relationnels et les sentiments, et bien apprendre à les vivre, à les nourrir, à les alimenter. Et je le dis souvent, ce n'est pas l'amour qui maintient ensemble deux êtres dans la durée, c'est la qualité de la relation. Aujourd'hui, 2 couples sur 4, 2 couples, 3 dans les grandes métropoles européennes, 3 couples sur 4 se séparent. Et ils se séparent non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, parce qu'ils ne savent pas se proposer des relations vivantes. Il y a des nœuds dans la relation dont ça ne passe pas, où la relation est tellement délitée, tellement qu'elle ne tient des fois qu'à un fil. Et là, n'importe quel événement qui surgit, un ou l'autre, lâche la relation. Jacques Salomé, vous allez devoir répondre à toutes les questions que se posent les téléspectateurs. Hélène. Ce que j'ai entendu, que je voudrais rajouter là, c'est que quand même tout cela passe par la parole, et donc la communication, mais la parole. Et je me souviens d'un jour où j'étais en émission, sur une de tes émissions, il y avait Claude Pinoteau qui était là et qui avait entendu une des chansons, peut-être celle-là, celle qu'on vient d'entendre, et qui a dit... Je lui ai expliqué que depuis toute petite, c'était ça qui m'avait le plus touchée, c'était qu'avec la parole, on pouvait faire du bien ou du mal à l'autre et à soi-même. Et je lui ai dit que j'enseignais ça depuis que je m'y étais mise, depuis de nombreuses années. Et il m'a répondu, en fait, vous donnez de l'amour. Il avait résumé ça. Mais oui, donc c'est valable pour toutes les relations, pas seulement dans le couple, c'est avec la parole qu'on va pouvoir installer des vraies relations d'harmonie. Oui. Et donc, comme vous savez qu'on travaille pour l'éducation à la paix, ça revient à cela. Si on apprend aux êtres à communiquer avec des messages bienveillants plutôt que toxiques. Oui. Mettre des mots. J'ai même, moi, un aphorisme. Quand il y a le silence des mots, se réveille la violence des MAUX, M-A-U-X. Vous savez, moi, je viens d'une génération de femmes sacrificielles qui sont restées 20, 30 ans, 40 ans dans des relations invivables. Les femmes de ma génération, elles ont payé cher. Je vais vous dire les chiffres. 6 femmes sur 10, 60% des femmes ont opéré la poitrine, le ventre, l'utérus. Je ne veux pas ça pour mes filles. Parce qu'il y a un lien très étroit entre la qualité des relations intimes et le couple, en est une, ou les relations parentales, ou les relations très chargées d'affect, d'affectif. Il y a donc un lien très étroit entre la qualité de ces relations et l'état de santé. Voilà. Donc, plus on met des mots, on peut mettre des mots, moins on aura besoin de mettre des MAUX, M-A-U-X, c'est-à-dire des somatisations. Alors, question de Diana. Elle dit « Mon amoureux travaille avec moi dans notre boutique de vêtements, mais il critique toujours ce que je fais. Ce n'est jamais comme il veut, il sait tout mieux que moi. Je me sens dévalorisée alors que c'est moi qui ai créé cette entreprise. D'ailleurs, je n'éprouve plus aucun désir pour lui. Comment sortir de cette situation ?» Eh bien, vous avez une illustration de ce que j'ai tenté de dire. Ça veut dire que sur le plan de la vie sociale, il la disqualifie en permanence. Dans le cadre du magasin, c'est jamais assez bien, t'as jamais fait, etc. Et donc, la disqualifiant sur le plan de sa vie professionnelle, sociale, elle le met, c'est pas conscient bien sûr, elle décide pas de pas avoir de désir, mais tout son corps se révolte, et tout son corps ayant été humilié, ayant été dévalorisé, disqualifié 8 heures par jour par exemple, si elle travaille 8 heures par jour dans ce même magasin avec son mari ou son ami, et donc quelque part son corps se révolte, se ferme, et elle n'est pas dans l'appétence, elle n'est pas dans le désir, elle n'est pas dans l'abandon, la confiance du corps que suppose la rencontre sexuelle. De Marguerite, mariée et mère de 2 adolescents, elle dit « Je pense que nous les femmes avons besoin de chaleur humaine, de tendresse, de regards qui tuent, de complicité, de caresses discrètes ou pas,
Bref, d'être courtisé et admiré pour nous épanouir pleinement et ressentir du désir. Est-ce vrai et est-ce aussi valable pour les hommes? Je crois que c'est vrai et que c'est valable et pour les femmes et pour les hommes parce que ça rejoint de nos besoins les plus archaïques. Quels sont les besoins fondamentaux d'un bébé? Eh bien, d'être vu, le regard de la mère, le regard émerveillé, le regard étonné, le regard enthousiaste de la mère, du père, d'être touché, d'avoir un contact physique proche, le langage des odeurs. Ça, c'est très important. Donc, ça fait partie de nos besoins archaïques qui remontent à la surface quand on est amoureux. Quand on n'est pas amoureux, on colmate tout ça par d'autres. On fait du sport, de l'activité physique ou intellectuelle, on discute pendant des heures d'un livre, d'un film, etc. Mais quand on est amoureux, quand on a un amour, comme disaient les Québécois, tous ces besoins archaïques remontent à la surface et c'est vrai que dans une relation amoureuse, qui deviendra, je le souhaite, une relation de couple possible, c'est vrai que nous avons besoin de la participation de tous ces langages. Et donc, quand j'entendais cette femme qui me disait « Mon mari rentre, il me dit 3 phrases. 3 phrases. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ensuite, comme c'est un homme libéré, il s'installe dans son divan et il lit Libération. Deuxième phrase au cours du repas, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Troisième phrase, après le film de TF1 à 10h20, on fait l'amour ce soir. Et cette femme dit, il veut me pénétrer, il m'a pas rencontré. Vous voyez, c'est pas que ces 3 phrases, il manque beaucoup de choses pour que la rencontre se fasse. Parce qu'on revient, qu'est-ce qui caractérise une relation amoureuse et de couple par rapport à toutes les autres relations? Ben justement, c'est la possibilité d'une intimité, c'est la possibilité d'un rapprochement des corps, c'est la possibilité de cette sorte d'apprivoisement. Et nous savons aujourd'hui, on ne le savait pas encore il y a une 50aine d'années, que ce rapprochement des corps va réveiller l'ex-enfant qui est en chacun de nous. Donc, vous voyez, le retour au premier langage, cette femme l'exprime bien, le regard, le toucher, des gestes de tendresse, une attention proche, etc. Et aussi des mots, bien sûr. Donc, tous les langages, verbaux et non-verbaux, participent à la rencontre amoureuse. Jacques Salomé, on arrive au terme de cette émission qui avait pour titre « Du désir à la rencontre amoureuse ». On se retrouvera pour une deuxième émission, de la rencontre amoureuse à la relation de couple. Et pour terminer, on va évoquer 3 de vos livres, Jacques Salomé. Alors, le premier, qui est en fait votre dernier livre, c'est Jacques Salomé, Voyage au pays de l'amour. Je dirais que c'est votre 64e livre. 64e, oui. C'est la synthèse, peut-être? C'est la synthèse regardez mes cheveux blancs, dont j'ai essayé de mettre le peu de choses que j'ai découvert, mais qui ont été du moins très importantes pour moi et pour mes enfants. Je trouve que je suis le père de 5 enfants et c'était mon rôle de parent d'essayer de leur transmettre pour que... C'est une épreuve, vous savez, la rencontre amoureuse, la relation de couple. C'est un creuset de changements incroyable et donc plus nous pouvons apprendre de choses, mieux c'est pour traverser les émerveillements, les éblouissements, mais aussi les épreuves, les difficultés et quelques-uns des pièges dont nous parlerons dans une autre émission. Autre livre, alors parle-moi, j'ai des choses à te dire, ça parle de la communication, du langage. Dans le couple, voilà. Ça c'est une sorte c'est le best-seller de la communication en couple, ça c'est au cas exceptionnel où on veut rester ensemble longtemps. On en reparlera. Ces 2 livres sont publiés aux éditions de l'Homme. Alors un petit livre, cahier, dans cette collection, nouvelle collection des éditions Jouvence, petit cahier d'exercices pour apprendre à s'aimer, à aimer et à être aimé. Et pourquoi pas à être aimé. Et pourquoi pas être aimé, voilà. Parce que je prétends, oui, que si je ne m'aime pas, j'aurai du mal à aimer. Ça c'est très important. Nous les parents devraient le transmettre à nos enfants. Si je ne m'aime pas, je serai dans le besoin d'être aimé. Et j'aurai beau dire à l'autre, je t'aime, et ça voudra dire, aime-moi, aime-moi.
Et ça cache quelque chose. Donc, apprenons à nous aimer, non pas d'un amour narcissique, égocentrique, moi je suis le plus beau, le plus intelligent, mais d'un amour de bienveillance, de respect, de tolérance, pour pouvoir, ayant de l'amour en moi, l'offrir à celle ou à celui que nous choisissons. Merci Jacques Salomé. Hélène Quibaron, on va terminer avec une autre de vos chansons, la dernière chanson, qui va faire partie du générique. Si tu veux. C'est la chanson qui s'appelle Si tu veux. La chanson Si tu veux, qui dit exactement ce que vous venez de dire. Voilà. Si tu veux, si tu 3 points de suspension. Si tu veux que je grandisse, dis-moi les mots qui vont mettre mon cœur en liesse. Et raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi. Magnifique. Apprends-moi à découvrir qui je suis. Voilà. Ça, c'est une belle déclaration. C'est aussi pour les enfants. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi. Si tu veux que moi j'unisse les courants des ondes contraires, si tu veux que j'aboutisse au meilleur de moi, si tu veux que je rassemble pour toi les biens de la terre, si tu veux qu'on vive ensemble pour une vie de joie, glisse en silence sur nos peurs et nos tristesses, glisse en silence sur tout ce qui nous abat. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi. Remplis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle, tu m'enchanteras. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au goût de sel qui donnent la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour. Et je t'en prie, souris-moi, couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves, tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait, de miel, les montagnes je les soulève, je sens que la vie est belle quand tu fais comme ça. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour. Et je t'en prie, souris-moi, dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi.